Bonjour à tous et merci. Non, je reprends. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, sur notre plateau des Sven Média, en direct de Bukavu, nous recevons Maître Thérèse Koulungu. Maître Thérèse Koulungu, bonjour. Bonjour, la jolie Judith. Vous êtes première secrétaire exécutive de la Fondation Panzi et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de cette fondation. Dites-nous comment cette fondation Panzi a commencé ici à Bukavu. Merci beaucoup, Madame Judith, pour la question. Je crois que c'est une question quand même cruciale parce que nombreux ou nombreuses ignorent comment la Fondation Panzi a commencé et pourquoi. Je peux vous dire que la Fondation Panzi a commencé, disons, le but de la Fondation Panzi, c'était pour répondre aux besoins des victimes ou des survivantes au-delà des soins qu'ils recevaient à l'hôpital de Panzi. Vous savez bien, disons, la mission de l'hôpital de Panzi qui est une structure, ou je ne sais pas comment je peux dire là, de la CEPAC, a pour mission de donner les soins et limiter à la zone de santé d'Ibanda. Mais vu les besoins exprimés par les victimes ou les survivantes à cette époque-là, il fallait trouver une structure qui pouvait prendre en charge ou qui pouvait continuer à prendre les victimes de violences sexuelles ou les survivantes au-delà des soins de l'hôpital de Panzi et au-delà de la commune, des zones de santé d'Ibanda. Et voilà, je te donne l'exemple de... Parce que nous avons commencé, moi j'ai commencé avec la clinique juridique, okay, des survivantes ou des victimes, après avoir bénéficié des soins à l'hôpital de Panzi, revenaient vers le docteur pour lui demander une assistance juridique ou judiciaire parce que soit il venait de rencontrer son bourreau en liberté, soit il était dans les institutions, notamment dans la police, dans l'armée, démobilisés, des motards. Alors, ne sachant que faire, ils venaient auprès de leur docteur miracle pour demander assistance. Et se trouvant devant un but, devant un défi, et se disait, mais moi je suis médecin, qu'est-ce que je peux faire? Là où est venue l'idée de créer une clinique juridique qui servait dans un premier temps un cadre d'expression, un cadre d'échange ou un cadre de dénonciation, d'expression pour ces victimes en matière de violences sexuelles au niveau juridique et judiciaire. Et c'est cela aussi, avec les piliers socio-économiques, nous avons, chemin faisant, on a eu à embrasser, disons, à mettre ensemble les différentes prises en charge qui existaient, soit des maisons d'Orcas 1 et 2, Béatil, la section psychosociale et la réinsertion. On a eu à mettre ça ensemble et créer la Fondation Panzi. Et chemin faisant... Et c'était en quelle année? Vous pouvez nous situer? Non, c'était le 12 juin, je me rappelle, c'était le 12 juin 2008. Okay. Et oui, que le prix Nobel aujourd'hui va y réunir tous ceux qui coordonnaient les différentes prises en charge, VVS, clinique juridique, psychosociale et même l'administration. Donc au départ, nous étions au nombre de 7. Donc on comprend tout de suite que la prise en charge au départ n'était pas holistique. La prise en charge des victimes n'était que sur le plan sanitaire. Oui, ce n'était pas formalisé, quoi. Okay. Parce qu'il y avait déjà la maison d'Orcas 1 et 2 qui continuait les soins. Parce qu'il y a des femmes on ne pouvait pas garder toutes les femmes à l'hôpital de Panzi parce qu'il y a des soins qui nécessitaient 6 mois, 1 an, 2 ans,
3 ans, mais on ne pouvait pas les garder à l'hôpital puisqu'ils devaient céder la place pour les autres qui arrivaient. Et voilà un peu. Alors, aujourd'hui, combien à peu près des cliniques juridiques comme ça nous avons liées à la Fondation Panzi? Maintenant, bon, quand nous avons commencé, c'était d'abord 3. La première année, c'était à Mugogo, Bukavu, Bunyakiria. C'était 3. Et puis la deuxième année, nous avons eu quand même un financement où nous avons étendu et nous avons pu étendre les cliniques juridiques dans chaque territoire. Et c'est dans ce sens que moi, je peux vous dire que je maîtrise le Sud Kivu entre mes mains parce que j'ai été presque dans les 7 territoires. Nous avions installé un bureau de la clinique juridique. Et même à Mwenga, nous étions là. Et les principales victimes, ce sont issues des viols dus à la guerre ou est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est ça qui fait un peu la particularité de ce que nous sommes en train de faire. Parce que le viol a toujours existé, mais pas avec cette ampleur, mais avec la guerre. Le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et c'est ça la différence. Le viol a existé comme infraction normale, et maintenant est venue cette vague de guerre, de conflits armés. Donc, les belligérants ou les miliciens ou tout ça ont utilisé le viol comme arme de guerre. C'est pour soumettre toute une communauté, rendre esclave toute une communauté, rendre esclave toute une population. Donc c'est une stratégie de guerre, c'est une stratégie d'envahir les territoires congolais. Alors, expliquez-nous un peu en des termes clairs. Vous venez de nous dire que non, la stratégie d'utiliser le viol comme arme de guerre. Les docteurs Denis Mukwege le dit toujours. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, utiliser le viol comme arme de guerre? Maman, moi, je peux te dire que je suis dans les soixantaines, mais cette histoire-là... Donc, d'abord, nous avons étudié, nous avons vécu ici, on n'avait jamais parlé de guerre. Donc, pourquoi nous disons que c'est une arme de guerre? Donc, il s'est révélé que ceux qui violaient les femmes ou ceux qui détruisaient les femmes n'avaient pas l'envie d'aller vers la femme pour satisfaire leurs besoins, mais c'était dans le but de détruire. Quand vous allez avec une femme, et qu'après avoir été avec une femme, vous introduisez des pierres, vous introduisez des bâtons, vous déclenchez l'arme. Madame, que voulez-vous? Et puis, tout un village est envahi, investi par des bandits comme ça, et les premières cibles, ce sont les femmes, quel que soit leur âge. Que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes filles, que ce soit même des grands-parents. Vous allez dire quoi? Et puis cette guerre de viol, nous avons viol systématique, viol massif. Voilà. Donc c'est une arme. Une arme de guerre. Viol, on a fait de la guerre. Et voilà, il y a beaucoup de termes même qui sont sortis. On a fait de la femme congolaise une sorte de natte. Et donc, c'est le viol-là qu'on l'utilise désormais pour imposer une sorte de terreur dans toute une communauté. Quand on comprendre ça comme ça. Quand on vous a violé devant vos parents, devant vos frères, je ne parle que de ça. Qu'est-ce qui vous reste? Ou que quand vous avez vu votre maman être violée, ou que toute la famille a assisté des scènes horribles comme ça, qu'est-ce qui vous reste? N'est-ce pas la destruction? Sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan économique. Donc ce sont des communautés qui se sont détruites, ce sont des familles. Donc les poumons de la famille qui est la cellule de base a été détruite. Donc c'est la stratégie de l'ennemi. Alors, quelle est la solution? Parce que les viols ne peuvent jamais se terminer. Mais quelle est la solution pour mettre fin à ces viols-là utilisés comme armes de guerre? Mais c'est le manque de volonté politique. Il faut mettre fin à l'impunité. Comment voulez-vous, madame, que depuis 25 ans, maintenant 30 ans, presque nous nageons vers les 30 ans, ceux qui ont violé,
Il y a des rapports. Il y a des témoignages. Continuent à circuler librement. Et non seulement circuler librement, mais ils ont été ratifiés à des grades supérieurs. Et très souvent, madame, ce sont les mêmes qu'on retrouve, hein, même dans les crimes économiques. Donc, ils ont pris tout. Ils ont pris et la femme, et l'économie congolaise, et tout. Alors, quand vous parlez des rapports, j'aimerais comprendre que vous parlez du rapport. Mais c'est mapping. chaque jour que les rapports sont publiés. Okay. Je vais arriver au rapport mapping. Quand vous allez même dans les villages, vous trouverez quelqu'un qui va vous témoigner pour dire que ce qui s'est passé. Et les associations locales n'avaient pas croisé les bras ou n'ont pas croisé les bras. Il y a des rapports sur le plan local, national, international. Pourquoi nous nous appuyons sur les rapports mapping? Parce que c'est le premier outil que les Nations Unies, à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, a publié en 2010. En nommant systématiquement les lieux. Peut-être que les auteurs, il y a une liste qui est protégée au niveau des Nations Unies, des présumés auteurs. Mais quand vous lisez les rapports mapping, tout y est. Et c'est comme ça que nous... Donc, un rapport qui a mené pas des enquêtes, mais... parce que quand vous parlez des enquêtes, il y a toujours des nuances. Mais des investigations pendant 10 ans, de 1993 en 2003. Et vous savez bien qu'à cette période-là, c'est là où nous avons vécu la guerre la plus meurtrière. Qu'on compare même qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais eu une guerre comme celle que nous avons vécue entre 1998 et 2003. Donc les rapports parlent avoir répertorié environ 6000 cas. Non, pas 6000 cas, il parle de 617 incidents. Okay. Mais quand on vous parle de 617 incidents, c'est-à-dire qu'il y a, dans un incident, on peut trouver plusieurs crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et même, bon, on ne veut pas parler de génocide, mais quand vous voyez maintenant les films de Thierry Michel, vous dites qu'il y a eu génocide. Il y a un génocide qui s'est... Et puis, même au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que c'est un génocide qui s'est passé, ou qui continue à se passer au Congo, que la communauté internationale ne veut pas reconnaître. Alors, Maître Thérèse Kulungu, pourquoi le rapport mapping a toujours été publié plus de 10 ans plus tard? Pourquoi Dr Denis Mukwege fait de la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping qui sont chez Il s'appuie sur le rapport mapping parce qu'il trouve que le rapport mapping, c'est l'outil crédible. Pas seulement le seul, mais le premier outil crédible qui répertorie et qui a même, donc, les gens qui ont mené des enquêtes ne sont pas n'importe qui. Ce sont des experts des Nations Unies. Les Nations Unies n'engagent pas n'importe qui. C'est sur base d'une expertise. Pourquoi maintenant le docteur Mukwege s'appuie sur ça? Parce que c'est un homme qui vit les atrocités du jour au jour. Okay. Il se dit que je ne peux pas continuer à soigner. Moi, je n'ai pas étudié pour soigner les victimes de violences sexuelles, comme certains langues méchantes les disent. Hein? À l'université, on n'a pas étudié les violences sexuelles. Non, c'était les viols comme infraction, mais pas comme crime. Vous voyez un peu la différence? Okay. Comme infraction et non comme crime. Mais depuis plus de 25, un quart de siècle, nous vivons, nous subissons viol comme crime contre l'humanité, crime de guerre et voire même de génocide. Il s'est dit que ça ne peut pas continuer. Parce que plus nous fermons les yeux, plus nous donnons le pouvoir à ces bourreaux de continuer leur sale besogne. Mais pourquoi jusqu'à présent ces recommandations, on ne déterre pas
les recommandations on détermine Mais le rapport mapping comme il l'a demandé. Madame, je peux vous dire que c'est le manque de volonté Nobel. politique. Okay. Quelle politique de la RDC? D'abord de la RDC, vous avez suivi, je crois, l'interview de Madame la représentante, disons, de la MONUSCO. Il a dit que rien que pour demander au Conseil de sécurité l'implantation ou la création d'un tribunal pénal ou international pour le Congo, cela dépend du Congo. Cela dépend du pouvoir en place du Congo. Donc, des autorités. Des autorités. Hein? Officielles. Il suffit que Tshisekedi écrive une lettre demandant et ça va se passer. Pourquoi il ne le fait pas? Moi et toi, posons-nous la question et trouvons la réponse. Tout le monde te dit, quel que soit même le haut commissaire aux droits de l'homme, commissariat aux droits de l'homme, et même la MONUSCO vous dira que la balle est dans votre camp. Nous avons fait le travail. C'est vous qui êtes victime. Vous ignorez ce qu'on vous a donné. C'est comme on vous a donné la nourriture. On vous apporte la nourriture sur un plateau. Vous ne voulez pas manger ça. Vous voulez que quelqu'un d'autre. Alors, comment devrait se comporter la population face à cette situation? La population est ignorante. Vous voyez bien que la population, comme si elle est en train de vivre dans la résilience. Parce que pour que la population ait la force, il faut que le pouvoir politique a le pouvoir, a le droit, a l'obligation de protéger les personnes et leurs biens. Mais il a failli à cette mission. Il a failli. Donc, le pouvoir politique a failli à sa mission de protection des civils, de protéger les civils. Et voilà même ce qui se passe. Hein? Quand nous sommes agressés, nous crions toujours à la victime, mais nous ne faisons rien. Nous accusons toujours les autres. Donc, nous avons même perdu cette obligation de nous défendre. On voit toujours l'erreur chez l'autre. Sommes-nous, moi je me pose toujours la question, sommes-nous encore un peuple? Sommes-nous encore une nation? Avons-nous encore un pays? Sur qui compter, madame? Alors, on va évoluer parce que nous devons atterrir. Maître Thérèse Koulungu, changeons un peu des chapitres. Depuis le 30 juin 2022, nous avons vu un groupe de professeurs d'université à partir de la province de la Chopo à Kisangani qui ont lancé le mouvement Appel patriotique dans le but de pousser le Dr Denis Mukwege à postuler en 2023. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Oui, parce que tu trouves, madame, tu me parles bien d'un groupe d'intellectuels, de professeurs. Parce que, excusez-moi, ce groupe-là est composé des professeurs d'université, donc de l'élite intellectuelle. Ok. S'ils l'ont fait parce qu'ils ont trouvé en docteur Mukwege un homme crédible, un homme intègre. Bref, ils ont trouvé en docteur Mukwege un homme qui incarne des valeurs. Un homme qui incarne des valeurs démocratiques. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi, je n'ai pas grandi, j'ai vécu avec le docteur Mukwege. Mais je suis fier aujourd'hui d'être collaboratrice du docteur. Donc, rien que les gens me reconnaissent à côté du docteur Mukwege, c'est tout pour moi. Alors, il y a certaines personnes qui estiment que Dr Mukwege, s'il devient aujourd'hui candidat président de la République, ça sera un homme des Occidentaux. Non. Qu'est-ce que vous dites? Non, est-ce que madame? Parce que sa fondation est financée par les pays qui sont accusés. Mais combien d'ONG ici? Je ne sais pas combien de temps tu as vécu ou tu vis ici. Mais cette ville ici, rien que cette ville, il y a eu combien d'ONG? Combien de gens ont bénéficié des financements? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Toutes ces maisons qui poussent ici, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des bailleurs. Mais Mukwege, le peu d'argent qu'il a eu, il a affecté
pour ses semblables, pour les vulnérables. Toutes ces ONG ici, même pour l'État congolais, il reçoit de l'argent de qui? Ce n'est pas de FMI, Banque mondiale, et toutes ces organismes. Pourquoi ils ne parlent pas? C'est seulement quand Mukwege reçoit le financement, il les gère bien, et il l'affecte au profit de la population, au lieu de s'acheter des villas. Ça, il trouve que c'est des autres. Et puis, madame, nous sommes dans la mondialisation. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que moi, je me soustrais des Occidentaux, je me soustrais de l'Amérique, je me soustrais de la Russie. Non! C'est l'ère de la mondialisation. Hein? Le gouvernement congolais vit avec quoi? Il n'est pas avec la Chine, il n'est pas avec les Occidentaux. Mais vous êtes journaliste. Notre président circulait le monde entier. Il était où? Il est allé rencontrer les Congolais là-bas où il est parti? Dites-moi. Il est allé rencontrer où il va à la recherche des Congolais qui sont dans la diaspora? Mais il va chez les Occidentaux. Mais soyons quand même... Ça, c'est la méchanceté. Et puis, je vais vous dire une chose, comment les Congolais sont méchants. Oh non, on lui octroie des financements. Prix. Non, même pas des financements, des prix, parce que c'est quelqu'un qu'on fait. Vous trouvez. Je donne l'exemple de l'université de Harvard. L'université de Harvard reconnaît Mukwege. Lui octroie le diplôme, comment on appelle ça? Honoris causa. Harvard, qui fait sortir le président américain du monde, l'élite. Vous croyez qu'il n'a pas fait de recherche? Quelqu'un, comme on dit, que Afandi Namvumbi, donc dans la poussière là des Panzi. Mais Harvard s'intéresse à cet homme. Donc vous trouvez ça un fait anodin? C'est parce que Mukwege, il est né avec les étoiles? Ou il est né avec le soleil? Non! C'est parce que les Blancs ont trouvé ou trouvent à Mukwege quelqu'un de valable. Ils ont fait des recherches. Et ils ont trouvé... Non. Mes chers amis, moi j'ai vécu ici, disons pendant 10 ans. J'ai vu les gens circuler. Et les gens ont créé des problèmes. Croyez que Mukwege bouffait de l'argent? Nous, une année où on a eu des audits, je ne sais pas, 12. Pour venir vérifier si on bouffait l'argent ici. Hein? Mais un homme comme ça, un homme désintéressé à l'argent. Mais, père, madame, vous pouvez me dire un seul Congolais, semblable à Mukwege, qui s'expose sa vie pour parler de ce qui se passe dans le Congo, à partir du sommet de l'État jusqu'à la base. Vous avez vu un homme comparable à Mukwege qui fait le plaidoyer. Il est sorti 1 mois, 2 mois pour aller rencontrer les dirigeants du monde, les décideurs du monde, pour parler de ce qui se passe. Qui a osé le faire? Créant le Rwanda, créant le Ouganda, si ce n'est Mukwege. Il est sorti de son cabinet pour aller faire connaître ce qui se passe dans ce pays. Je dis toujours, les semblants de paix que nous avons ici au Congo, vous ne savez pas d'où ça vient. Ok, Maître Thérèse Koulungu, dites-nous aujourd'hui s'il y a élection et que Mukwege accepte de postuler, pourquoi la population devrait voter pour lui? Mes chers amis, Mukwege a les atouts pour diriger ce pays. Il a les compétences. On ne va quand même pas continuer à laisser ce pays entre les mains des inconscients. Vous allez dans l'argent, Mukwege n'est pas là. Dans le détournement, il n'est pas là. Dans le minerai, il n'est pas là. Dans les tueries, il n'est pas là. Dans la fraude, il n'est pas là. Donc, quand vous parlez de Mukwege, il n'y a que des valeurs. Et je peux commencer à compter ces valeurs maintenant, incomptables. Parce que je peux commencer sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan psychologique,
sur le plan économique. Mais Mukwege est resté exemple. Les gens croient, parce que je vois même dans les réseaux sociaux, on va mettre fin aux carrières de Mukwege bientôt. Il a fait des violences sexuelles, son business. Est-ce que Mukwege vit de les problèmes d'ailleurs actuels, l'actualité, il reçoit 50 000 des prix Sakharov. Au lieu de s'acheter une parcelle comme les limousines, comme les autres, il met ça à la disposition de ses employés. Ça, ce n'est pas une valeur. Quel est ce Congolais qui peut faire ça? Dites-moi. C'est son argent. Il a aussi des enfants. Il pouvait prendre aussi ces 50 000. Hein? Et l'affecter. Il a sa famille. Il a ses frères et sœurs. Mais il prend ces 50 000 là, il les met à la disposition de ses employés, de ses agents. Quel est ce Congolais qui peut le faire? Au lieu de l'encourager, on lui crée des problèmes. Voilà là où nous en sommes, dans quelle société nous vivons. C'est crasseux. Alors, pour terminer, Maître Thérèse Kulungu, un message à la population congolaise qui, depuis plus de 5 mois maintenant, vit la situation de détresse avec Bunagana qui est occupé par les Rwandais à travers les M23. Mais madame, c'est une situation que nous vivons depuis 30 ans. C'est ça le fruit de l'impunité. C'est ça les conséquences de l'impunité. Ceux qui ont tué en 1996-97, ce sont les mêmes qu'on retrouve à Bunagana. Donc c'est le serpent, les mêmes serpents qui changent de peau. Sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Moi, je n'aime pas beaucoup plus de parler de la communauté internationale. Mais cette faute, c'est à nous Congolais. Parce qu'il y a plusieurs façons de boycotter et de mettre fin à ça. Mais nous, je te dis, nous ne sommes pas encore une nation. Alors, on peut dire rapidement plusieurs façons, notamment, quelles sont ces façons de boycotter tout ce qui arrive? Vous voyez un peu les lois qui sont élaborées dans notre Assemblée nationale. Il y a des lois qui exonèrent, qui dédouanent les bourreaux. Et on a amené la population à devenir esclaves, applaudir leurs bourreaux. Vous Donc comprenez? des lois qui soutiennent l'impunité. Des lois qui soutiennent l'impunité. Et la population pauvre, vit dans la résilience. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il nous faut un leadership fort, un leadership digne, un leadership qui sait où toquer, à qui parler, une bonne diplomatie. Pas aller demander des petites choses. Des gens avides d'argent, sans valeur, qui ne font que des matu-vus. Comme s'ils font, dès qu'ils arrivent au pouvoir, comme s'ils veulent se venger. Oubliant que c'est l'argent du contribuable congolais. Merci Maître Thérèse Kulungu. On a retenu que pour que ça change, il faut un leadership fort. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Maître Thérèse Kulungu, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation Panzi. Merci Maître Thérèse. Merci Madame Judith. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Continuez à suivre la radio Svel.